Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Savez-vous combien de personnes disparaissent tous les ans en France? Environ 45 000, c'est énorme. Et beaucoup d'entre elles, beaucoup trop d'entre elles d'ailleurs, ne sont jamais retrouvées ou, bien sûr, sont retrouvées décédées. Dans la plupart des cas, pour retrouver ces personnes, la gendarmerie, les forces de police déploient les moyens traditionnels, c'est-à-dire les battues, les recherches, les chiens, les hélicoptères, etc., etc. Mais il arrive parfois qu'en cas d'insuccès, ou quand le temps presse, quand c'est une question de vie ou de mort, il arrive parfois, je dirais même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, que les gendarmes ou la police, en l'occurrence, dans ce que vous allez voir, il s'agit des gendarmes, il arrive donc que ces gendarmes aient recours à des méthodes, disons, assez particulières. Depuis 4000 ans, l'homme se sert de cet objet étrange, le pendule. Instrument magique dans l'ancienne Égypte, il décidait l'emplacement des pyramides et des tombeaux. Comme la baguette de sourcier, le pendule fait appel à la radiesthésie, la science de ressentir les vibrations à distance. D'où vient ce pouvoir mystérieux? Ni le diable ni le bon Dieu n'ont rien à voir vraiment dans la radiesthésie. La radiesthésie, c'est tout simplement un être qui exploite cette science, qui est sensible à certaines ondes. Ces ondes sont-elles magnétiques, électromagnétiques, micromagnétiques? Ça, je ne le sais pas. D'ailleurs, des scientifiques qui m'ont fait faire des expériences disent que je suis parfois un médium. Pour moi, le sommet, c'est de chercher des disparus. Je pense que dans la radiesthésie, c'est le sommet du métier. Bon, chercher des bagues ou des objets perdus, ça ne m'intéresse absolument pas. En 1982, dans le massif du Vercors, au cœur des gorges de la Bourne, la camionnette du foyer auberge de Saint-Égrève emmène 4 de ses pensionnaires en excursion. Les jeunes gens sont très excités à l'idée de visiter les grottes de Choranche. Pour Alain, qui est sourd et muet, cette sortie est une fête. Catherine, leur éducatrice, connaît bien le site et elle est heureuse de le leur faire découvrir. Ils attendaient cela depuis si longtemps. Je m'imagine un petit peu comme un radar. C'est un petit peu étrange de dire qu'on peut aller chercher quelqu'un à 10, 15, 20 000 kilomètres de là sans que cela pose des problèmes. Et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. Bonjour, c'est le groupe. Vous voulez visiter la grotte? Ouais. Combien de personnes? On vous attend là. Attendez-nous là-bas. 5 personnes. Voilà pour 5. L'entrée des grottes est située sous les imposantes falaises de Presles. Alain est étonné par ce site étrange. Là, on est passé sous la falaise. On a à peu près 250 mètres de roche maintenant au-dessus de nous. Ça suit bien, pas de problème? On est à la base. Nous avons 2 rivières. Il ne soupçonnait pas l'existence d'un tel univers. Dans ce petit lac. Ça va, pas trop froid? Alain découvre avec émerveillement ce paysage souterrain et se laisse absorber par la féerie des grottes. Petite draperie qu'on voit là. C'est cette dentelle dont je parle. Vous la voyez? Vous avez une jolie colonne là sur le côté. Son premier contact avec un site sauvage lui fait oublier le reste du groupe. Mais Catherine est vigilante et elle le ramène auprès de ses camarades. À ce jour, j'ai recherché 1031 disparus. J'en ai retrouvé 214. J'ai 140 échecs que je me connais et 670 disparus qui sont des résultats en attente. J'appelle des résultats en attente des affaires comme Philippe de Dieuleveux, Arnaud de Rosenay. La promenade se termine. Il faut sortir de la grotte. Mais Alain n'a pas envie de s'arracher à ce monde de rêve.
Pour retourner au parking, ils doivent suivre un chemin très escarpé. Et pour Florence, avec ses béquilles, ce n'est pas facile. Immédiatement, Catherine se précipite. Mais Alain, lui, ne se rend compte de rien. Perdu dans ses rêveries, il ne voit pas ses camarades et continue tout droit. Mais par là, c'est la montagne et tous ses dangers. Les torrents, les rochers, les précipices. À chaque pas, il s'éloigne un peu plus du groupe. Puis soudain, c'est la panique. Jamais de sa vie il ne s'est retrouvé seul, perdu, abandonné peut-être. Et où il est, Alain? Alain a peur, il n'entend rien. Et surtout, il ne peut pas crier au secours. Catherine est affolée de ne plus voir Alain. Elle revient sur ses pas. Où peut-il être? Elle est inquiète. Elle le sait si vulnérable. Il faut vite trouver de l'aide. Bonjour, vous êtes le directeur de la grotte? Oui. Vous avez un groupe de 5 personnes, ils sont muets, donc je vais rentrer. Moi, je m'occupe de ce site depuis 25 ans. C'est aussi une partie de ma vie. Et chaque fois qu'il s'y passe quelque chose de dramatique, je me sens complètement responsable. Terrorisé, Alain se sent en danger. Il veut rejoindre les autres, mais il s'enfonce encore plus loin dans la forêt. Cette personne handicapée, on peut passer à côté. Et on a pu passer à côté, à la limite, 5-6 fois sans le voir. Dès l'instant où il ne manifestait pas de bruit. Alain ne se rend pas compte qu'il s'éloigne de plus en plus. Il est perdu dans ce dédale d'arbres et de rochers. La nuit commence à tomber. Les recherches vont être encore plus difficiles, presque impossibles. Pourtant, les pompiers et les gendarmes décident de continuer. Tout le monde se mobilise. On organise les premières battues. Alain marche depuis des heures. Il est à bout de force. Il a peur et seul dans la nuit, il n'arrive pas à continuer. À cause du brouillard, les secours ont beaucoup de mal à progresser. Continuer serait trop dangereux. Il faut arrêter. Le lendemain matin, les recherches reprennent. Tous les moyens sont mis en œuvre. Première lueur du jour, Alain est reparti. Et soudain, l'espoir. Il voit un hélicoptère. La deuxième nuit surprend les sauveteurs. On est quand même très épuisé, parce qu'on a recherché de partout. Et très inquiet parce qu'à partir de ce moment-là, on a plus le sentiment de rechercher un cadavre qu'une personne vivante. Il y a peu de chances qu'Alain soit vivant à ce moment-là. On va arrêter, il ne voit rien là, hein. Ok. On a décidé d'interrompre les recherches et j'ai eu l'idée, en accord avec le directeur, de faire appel à un radiesthésiste qui pourrait peut-être nous aider. Une disparition? Les grottes de Choranche. Oui, je dois avoir une carte de ce secteur. Quand est-ce qu'il a disparu? Écoutez, je vais essayer de faire une recherche sans photo. Je vous dirai ce que j'en pense si je trouve d'abord, si j'ai une réaction de vie. Quand je suis en condition de travail, je peux passer de l'état, disons, normal à une période d'intensité de travail importante en quelques secondes. Je ne rentre pas en transe. Je suis seulement concentré sur ce que je vais faire.
Et je travaille en me concentrant, disons, d'une manière peut-être particulière ce soir-là, parce que je n'avais rien pour travailler. Mais il fallait que je sente une présence humaine. Et maintenant, tout est entre les mains de Jean-Louis Crozier. Seul, avec une carte et son pendule, il va tenter le soir même de retrouver Alain, qui est à 200 km de là. Très vite, le pendule réagit. Jean-Louis Crozier perçoit un écho. Comment être sûr? Et puis la question la plus importante, Alain est-il vivant? Il y a quelque chose en moi qui se produit que je passe dans un état second. On a envie de sentir le disparu, de le saisir, en somme, de dire, on a presque envie de le guider d'une certaine manière. Le lendemain matin, pour l'aider dans ses recherches, le directeur du foyer d'Alain fait porter au radiesthésiste une photo du disparu. Alors voilà la photo, voilà les cartes. Le pendule réagit de nouveau et il indique le même emplacement que la veille. Va-t-on enfin retrouver Alain, qui a disparu depuis 2 jours et 2 nuits? Je ne sais pas, je ne connaissais pas le site de Chorange. Mais je pourrais dire, je crois que je pouvais presque le voir d'une certaine manière. Mon point était un point très précis. Sans photo, j'avais trouvé ce point. Avec la photo, je trouve ce point. Je dis, pas d'autre endroit possible pour moi où il puisse se trouver. Au pied de la falaise, entre les 2 ruisseaux. Je vous tiens au courant, monsieur Crozier, et je vous remercie. Immédiatement, les secours suivent les indications de Jean-Louis Crozier et se rendent dans le périmètre qu'il leur a indiqué. Un endroit très difficilement accessible qu'ils n'avaient pas exploré. Alain est vivant, affaibli mais vivant. Et c'est exactement à l'endroit indiqué par le pendule qu'on l'a retrouvé. Si vous êtes contre la radiesthésie, vous ne pouvez pas nier de toute façon le phénomène et dire bon ben ça a marché. Et alors le hasard, bon pour un peu je veux bien, mais là en l'occurrence avec tous ces événements et tous ces éléments que donne le radiesthésiste, il n'y a plus du hasard. Bon, qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien, mais il y a un résultat. Le disparu a été retrouvé à l'endroit que j'avais indiqué. Je crois que la chance, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais surtout, je crois qu'il faut avoir envie de chercher les disparus, il faut avoir envie de s'occuper des autres. Parce que pour être un bon radiesthésiste, si on n'aime pas les autres, on ne peut pas vraiment les chercher avec la passion, le désir de vouloir les sauver quand il y a un risque, quand il y a un danger. Quelle force mystérieuse a permis à Jean-Louis Crozier d'entrer en contact avec Alain? Comment expliquer qu'à 200 km de distance, grâce à cet objet étrange, il ait pu déterminer l'endroit précis où se trouvait le disparu? Et tout ça avec une carte d'état-major et une simple photo. Jean-Louis Crozier, vous n'êtes décidément pas un homme comme les autres. Non, je pense que je suis tout à fait un individu normal qui exploite peut-être une sensibilité que pratiquement tout le monde possède, mais il faut avoir envie de le faire surtout. Je crois que le secret est pratiquement à ce niveau-là. Il suffit d'avoir envie, donc je peux apprendre. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir des dons particuliers, une force psychique particulière, non? Force psychique, peut-être dans le sens qu'il faut avoir ce désir de vouloir trouver quelqu'un, car quand on pense que
Une recherche qui peut se commencer un soir à 22 h, on est obligé de dire à des pompiers, à des gendarmes, le disparu est mort. Ce n'est pas la peine de le chercher cette nuit. Je m'engage fortement car si le lendemain matin on trouve ce disparu mort, mais seulement depuis 2 heures, à cause de moi, dans la nuit on ne l'a pas cherché. Donc j'ai la responsabilité de la vie de quelqu'un quand je travaille, quand je dis qu'un disparu est vivant, ou blessé ou mort, je prends une responsabilité. Et c'est parfois très difficile. C'est quand même assez exceptionnel, non pas de voir les gendarmes avoir recours au service d'un radiesthésiste, en l'occurrence Jean-Louis Crozier, mais de voir les gendarmes le reconnaître, parce qu'il y a un risque énorme pour la réputation de la profession, en quelque sorte. Mais vous, alors, à la compagnie de Saint-Marcellin, vous avez appliqué en quelque sorte une consigne qui avait été imposée par votre prédécesseur. Pas du tout. Mon prédécesseur ne m'avait rien imposé, mais j'ai pensé que c'était bon. Vous étiez d'accord avec lui? Je veux toutefois attirer l'attention sur deux choses. C'est que la gendarmerie a de multiples missions à remplir. On en dénombre 400. Vous savez, le gendarme fait toutes sortes de choses. Mais parmi toutes les missions de la gendarmerie, la plus importante, c'est la protection des personnes et des biens. Ça, vous voyez, c'est important au départ. C'est celle d'ailleurs qui recouvre pratiquement la plupart des missions. Deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que personnellement, je ne suis ni naïf, ni crédule. Mais j'estime que normalement, on doit tout mettre en œuvre pour rechercher une personne qui a disparu. Car souvent, la personne qui a disparu, c'est une personne qui est en danger physique. Cette personne peut mourir d'un moment à l'autre. Donc il faut aller aussi vite que possible, bien sûr, travailler avec minutie, mais mettre tout en œuvre. Bon, enfin, Jean-Louis Crozier, il n'y a pas que des réussites aussi dans votre métier, il y a un certain nombre d'échecs. La proportion, vous nous la rappelez? Je considère que j'ai à peu près 25% de réussite donc, par rapport aux chiffres de travail, mais j'ai plus de... Sur 1030 disparus que j'ai recherchés à ce jour, donc j'ai environ 670 résultats en attente. Ce sont des résultats que dans certains cas, je suis à peu près certain d'avoir raison, car il y a beaucoup de témoignages, mais on n'a pas retrouvé, bien souvent, il faut employer le mot, le corps du disparu. Ce que fait Jean-Louis Crozier, c'est quoi? C'est de la voyance. Il se sert du pendule, mais l'important, ce n'est pas le pendule, c'est, si j'ose dire, le bonhomme qu'il y a au bout du pendule. C'est parce que moi, je pourrais faire la même chose avec un pendule, mais je ne découvrirai pas ce que découvre M. Crozier. Ce que j'aime surtout en Crozier, c'est qu'il n'impose à personne des théories plus ou moins vaseuses, comme font presque tous les radiesthésistes. Il reconnaît qu'il a des possibilités, mais il ne prétend pas les expliquer. Votre métier est quand même terriblement encombré de charlatans, non? Malheureusement, oui. Je pense que certaines personnes ont des crédits, si on peut dire, de confiance, d'amitié par leur travail. Mais comme dans toutes les professions, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, qui font semblant. On peut tricher dans ce métier, beaucoup. On peut vendre du gadget, il ne faut pas l'oublier. Vendre des pendules soi-disant magnétisées. En fait, ce n'est pas le pendule qui fait de la radiesthésie, c'est toujours le radiesthésiste. Et le pendule n'a aucune valeur par lui-même. Un pendule, c'est un objet suspendu. Donc moi, si j'achète un pendule, ça ne marchera pas. Vous prenez, on pourrait dire, une pointe au bout d'une ficelle, vous aurez le même résultat qu'avec un pendule doré à l'or fin ou en pierre précieuse, ça sera absolument pareil. Merci Jean-Louis Crozier. Une anecdote sous votre contrôle que l'on m'a citée, qui montre à l'évidence que si tous les phénomènes paranormaux, la radiesthésie, etc., n'a pas toujours bonne presse, à l'école de guerre, du temps de nos parents, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des examens que l'on faisait passer aux jeunes officiers consistait justement à suivre le déplacement des troupes avec un pendule sur une carte d'état-major.